Hey, salut les jardiniers de la finance, c'est le jardinier de Wall Street, votre fournisseur de graines boursières. Bienvenue sur ma chaîne où je fais des analyses d'actions, où je parle des actualités, où je partage des infos concernant l'investissement en général. C'est ma première vidéo, j'espère que vous allez aimer le contenu. Alors aujourd'hui on est en janvier 2024 et je vais vous parler de la société Nike. C'est une société que j'apprécie particulièrement parce que je suis consommateur de leurs produits. Et étant donné que je suis content de leur qualité, j'aimerais savoir si l'action l'est tout autant pour pouvoir investir dedans. Donc si jamais vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. J'ai besoin de vous pour me faire connaître. Donc allons-y. Avant toute chose, petit disclaimer, je ne suis pas conseiller financier. Les informations que vous voyez dans cette vidéo sont uniquement à des titres d'éducation financière. Mes vidéos ne sont pas des conseils en investissement et vous êtes les seuls responsables de vos investissements. Faites des recherches par vous-même pour confirmer si jamais vous avez des doutes. Alors, le petit sommaire, donc on va voir qui est Nike. On va faire une analyse fondamentale selon mes critères, les critères d'achat et le juste prix selon mes critères toujours, et on va finir par une petite conclusion. Donc la société Nike. Alors BRS, Blue Ribbon Sports, c'est le nom initial de Nike qui a été créé en 1963 par Phil Knight, un étudiant en comptabilité. Par la suite, Nike a été renommé Nike à l'hommage à la déesse grecque de la victoire et de la vitesse Nike, et le logo est une représentation stylisée de ses ailes. Nike, comme tout le monde le sait, est un des plus grands équipementiers sportifs du football. Et si jamais son histoire vous intéresse plus en détail, je vous mets un lien de Tonton Wiki dans la description pour que vous puissiez aller jeter un coup d'œil. Les petites infos utiles, donc le ticker c'est NKE, le pays les États-Unis, le siège social est à Breverton en Oregon et c'est une méga cap avec 187 milliards. Elle est dans le secteur de la conso discrétionnaire, son industrie c'est les chaussures et accessoires, elle n'est pas éligible au POA, le yield est de 1,13 et le yield secteur est de 2,4. La notation financière est de double A- et la note de sécurité dividende est de 19 sur 20 selon Invest. Si jamais vous ne connaissez pas certains critères ou certains noms, ne vous inquiétez pas, je ferai des vidéos sur chacun de ces critères. Donc, quel est le mix des ventes? Donc, je vous affiche un petit graphique sur la durée des dernières années, mais comme on peut voir selon GuruFocus, le cœur de métier, c'est la chaussure avec plus de 68%, et les vêtements représentent 27% de son chiffre d'affaires depuis pas mal d'années. La vente par région, donc on peut voir qu'elle est fortement exposée aux États-Unis à 38%, à l'Europe et à l'Afrique à 26%, et à l'Asie, Chine, etc. De 14%. Je vous affiche aussi un petit tableau pour vous montrer, vous voyez que ça n'a pas beaucoup bougé ces dernières années. Donc on peut, la segmentation de 2023 est plus ou moins représentative de tout le reste des années précédentes. Quels sont les facteurs qui influencent les ventes? Nous allons détailler un peu plus en détail dans l'analyse fondamentale, mais on a les tendances de la mode, la santé économique globale, les événements sportifs, le e-commerce, le sponsoring, le marketing et l'image de marque, la dépendance à la sous-traitance, c'est quelque chose qui est très important, pardon, et la concurrence. Donc nous allons voir l'analyse fondamentale. Elle sera répartie en 5 questions qui rapportent chacune 3 points et 15 questions qui rapportent chacune 1 point. Alors, commençons par la tendance des ventes. Surtout ne vous inquiétez pas, je ferai une petite vidéo vraiment pour expliquer le système de notation un peu plus en détail. Là, je vais être concis. Donc, moi, je veux que le chiffre d'affaires soit supérieur à 10% et le résultat net, pareil, supérieur à 10% et le flux de trésorerie supérieur à 8%. Là, on peut voir qu'il n'y a qu'un critère qui atteint cet objectif-là, qui est la croissance du résultat net, qui est, ceci étant dit, le plus important à mes yeux avec le flux de trésorerie. On peut voir que la croissance du chiffre d'affaires est que de 7%, j'aurais aimé que ça soit légèrement au-dessus. Donc, le système des notes par rapport à mes critères à moi, je lui accorde 1,5 points sur 3. La tendance des marges. Donc, pareil. Donc, pour moi, selon le consensus des grands investisseurs comme Warren Buffett, Peter Lynch, etc., une marge brute pour que tu aies un avantage compétitif, c'est au-delà de 35%. Moi, je veux que ça soit un peu plus sélectif dans mes choix. Donc, je pars du principe que c'est au-delà de 40%
que tu commences à vraiment avoir un avantage compétitif. Donc la marge brute, la moyenne sur 5 ans est de 44,5, ce qui est très bon. La marge d'exploitation est de 10%. J'aurais préféré que ça soit au-dessus de 15%. Là, c'est pas le cas. Et la marge nette, elle est au-dessus de 10%. Donc ce qui est très bien. Ça veut dire qu'en fait, ils arrivent à dégager un très bon bénéfice une fois qu'ils ont tout déduit de leur résultat de chiffre d'affaires. Donc là, je leur accorde 2,5 selon mes critères. Quelle est l'allocation du capital? Donc les ratios par rapport à l'allocation du capital. Donc le ROAC sur 5 ans, la moyenne est de 18,7. Le ROE est de 39 et le ROA est de 13%, quasiment 14%. On voit que les ratios de l'année précédente pour le ROAC, ils sont de 20%, le ROE de 36% et le ROA de 10%. Enfin, 9,9 c'est 10%. Alors, pour moi, j'aurais aimé que sur les 5 ans, le ROAC soit légèrement au-dessus, parce que pour moi, le critère, c'est 20%. Donc là, on peut voir qu'il est légèrement au-dessus. Mais ceci dit, les ratios de l'année dernière, ils sont très bons. Le ROE, c'est le ratio le plus important à mes yeux. C'est le return on equity, c'est le rendement des capitaux propres. Donc, avec l'argent que nous, investisseurs, on leur donne, est-ce qu'ils arrivent à faire de l'argent? Donc là, pour 1 euro investi, ils arrivent à produire 40 centimes en moyenne sur les 5 dernières années. Et l'année dernière, pour chaque euro investi, ils ont réussi à produire 36 centimes, ce qui est énorme parce qu'un bon ROE est au-delà de 10% selon le consensus de tous les investisseurs. Donc là, on peut voir que les ratios, ils sont très bons, même s'il y a une petite lacune au niveau du ROAC. J'ai quand même décidé de leur accorder 3 points sur 3 au niveau de l'allocation du capital. Quelle est l'évolution de la dette? Alors la dette pour moi c'est quelque chose qui est très important à regarder parce qu'une entreprise qui ne sait pas gérer sa dette, elle n'est pas capable de gérer l'argent que je vais lui confier. C'est mon avis personnel, libre à chacun de penser comme il veut, mais pour moi c'est un critère qui est très important. Donc la dette sur tout equity, donc c'est la dette sur capitaux propres, on voit qu'elle représente 86% des capitaux propres. Le petit graphique en bas, vous voyez qu'elle n'a pas cessé de croître depuis, surtout depuis 2019. Ça fait beaucoup là, non? Enfin, pour moi, j'aurais préféré que ça soit en dessous de 75% et dans l'idéal en dessous encore de 50%. Vraiment pour que ça soit vraiment clean. La dette to income, donc c'est le résultat net. Donc la dette, combien de temps il faudrait de résultat net en année pour rembourser la dette? Là, on voit qu'il faut un peu plus de 2 ans. J'aurais préféré que ça soit légèrement en dessous, mais c'est un ratio qui est plutôt correct, mine de rien. Et le cash flow sur dette, donc le cash flow, le plus 44% représente, ça veut dire qu'en gros, le cash flow peut payer 44% de la dette totale, ce qui est un ratio qui est plutôt correct aussi. Et le current ratio, donc c'est le ratio des actifs court terme sur les passifs court terme. Donc ça veut dire que la société a du cash pour rembourser ou des actifs pour rembourser toute sa dette. Ça veut dire que les actifs court terme remboursent presque 3 fois les passifs court terme, ce qui est un très bon ratio. Donc ce qui rend un peu plus, on va dire ça nuance un peu plus le reste des ratios qui pourraient être un peu plus dramatiques comme la dette to income. Donc je leur décide quand même d'accorder 2,5 points sur 3 parce que certains ratios sont excellents mais d'autres laissent à désirer. Quelle est l'évolution des dépenses du R&D, CAPEX et VBA? Pareil, je vous ferai des vidéos pour détailler chacun de ces points. Donc VBA, c'est par rapport à la pub, on voit que Nike, de toute façon on le sait, hein, toutes les pubs, que ça soit Joga Bonito. Mes amis, football is like fencing. It's a noble art. This is Zlatan. Can you beat this? En garde. Nike Cage et toutes les pubs qu'ils font avec des grandes stars pour que ça leur ramène des clients, ça coûte un budget monstrueux. Donc là, concrètement, 72% du résultat but qui va dans de la pub et dans du marketing, c'est énorme à mes yeux. J'aurais préféré que ça soit en dessous de 30%. Et là, clairement, pour moi, c'est intenable sur la durée. Même s'ils ont toujours réussi à s'en sortir, là, c'est beaucoup trop, à mes yeux en tout cas. Et le CAPEX, donc c'est les investissements pour croître le développement de la société. Donc on voit qu'ils sont à 23%. J'aurais préféré qu'ils soient en dessous de 20. Pour moi, ça aurait été vraiment le tip top. Mais bon, là, c'est quelque chose qui reste quand même raisonnable. Ça dépasse pas les 40%. Donc c'est quelque chose pour moi qui reste quand même de correct. Donc là, je leur accorde quand même
1,5 points par rapport au CAPEX et R&D. Mais par contre, ouais, je les ai sanctionnés au niveau du VBA parce que là, ils ont beaucoup trop de dépenses, surtout au niveau du marketing. Donc, au niveau de la vente des produits, donc les produits répondent-ils à un besoin essentiel? Non. Enfin, c'est neutre. La note, elle est neutre parce qu'ils répondent pas à un besoin essentiel, mais les ventes sont prévisibles et régulières. Les produits proposés sont-ils difficiles à remplacer? La réponse, c'est neutre. Ils sont pas du tout difficiles à remplacer. Mais par contre, avec leur technologie, surtout au niveau des chaussures, ils ont une forte valeur ajoutée. Les clients sont-ils obligés de s'endetter pour acheter leurs produits? Non. Même si certains produits en occasion peuvent être vendus à plus de 200 $, ce qui rajoute un critère de plus à la forte valeur ajoutée parce que c'est une marque qui s'est développée vraiment au niveau de l'innovation. La société a-t-elle la possibilité d'augmenter ses prix facilement? Oui. Surtout que vu l'image de marque qu'elle a et les sportifs qu'elle sponsorise, ça leur apporte des clients et ce qui augmente la notoriété. Et la société dispose-t-elle d'une grande base client? Oui, clairement. Enfin, elle vend dans 190 pays. Elle a plus de 1000 magasins en propre, 3 quarts qui sont en dehors des USA, 6000 franchisés, surtout en Chine élargie, pardon. Et surtout qu'en fait, on en achète partout. À Zalando, Decathlon, Foot Locker, enfin, dans tous les grands magasins et sites où tu vends des chaussures et des vêtements, tu peux trouver du Nike. Donc ça fait 3,5 parce que les deux premières questions, ça leur apporte qu'un demi-point chacune. Le positionnement par rapport au marché. Donc, est-ce que Nike est le leader de son industrie? Oui, clairement. Enfin, elle fait 2 fois plus de chiffre d'affaires que le numéro 2 qui est Nike. L'entreprise a-t-elle des perspectives de développement dans son industrie? Oui, surtout avec le marché asiatique et les marchés émergents qui se développent de plus en plus. Morningstar pense que le marché asiatique va croître de 13% par an pour la décennie à venir. L'entreprise est-elle implantée dans des marchés instables politiquement? C'est neutre parce que techniquement en fait la Chine représente un grand marché même s'il favorise les sociétés nationales. Nike peut s'imposer même si ça va être compliqué, mais nous avons l'Inde et les marchés émergents qui peuvent quand même permettre de rattraper ce truc là. Donc non, pour moi c'est pas très impactant si jamais la Chine met des bâtons dans des roues à Nike parce qu'elle le fera pour toutes les autres sociétés qui ne sont pas chinoises. L'entreprise dispose-t-elle d'avantages concurrentiels? Oui. Alors concrètement, elle en a. Parce que le e-commerce, elle développe son e-commerce avec plein d'applications. Elle peut faire des statistiques à travers ces applications sur les méthodes de consommation de leurs clients pour pouvoir innover et pouvoir toujours être dans l'actualité au niveau du marché. Et elle sponsorise des grandes compétitions comme la NFL, la NBA et des stars mondialement connues et des clubs de foot. Et surtout, elle fait de la vente directe consommateur, ce qui est très bien. Bénéficie-t-elle d'une économie d'échelle? Oui. Donc je leur accorde 4,5 points parce que bon, il y a une question qui rapporte qu'un demi-point. Donc la gestion d'entreprise. Est-ce que le PDG, est-ce que les dirigeants sont expérimentés? Alors oui, John Danao a une forte expérience en e-commerce. Il possède des parts importantes d'actions, plus de 130 000 lorsque j'ai fait mes dernières recherches. L'entreprise développe-t-elle au cœur de son métier? Oui, enfin elle innove constamment, surtout au niveau de la chaussure. Et on peut voir aussi qu'avec ses applications diverses, Nike a généré un chiffre d'affaires de 12 milliards de dollars l'année dernière. L'entreprise a-t-elle une politique de distribution de dividendes? Alors oui, je vais vous afficher un petit graphique pour montrer vraiment la constance dans laquelle elle verse de dividendes et surtout qu'il augmente chaque année. Ça fait plus de 10 ans qu'il augmente et ça fait plus de 36 ans qu'il verse un dividende. Donc ils ont une très belle politique de versement de dividendes. Et surtout que l'année dernière, en 2023, ils ont versé 2 milliards de dividendes au cours de l'exercice, ce qui est très bon. Et donc l'entreprise a-t-elle une politique de rachat d'actions? Est-ce qu'elle fait un juste retour à l'actionnaire? Alors oui, ils ont racheté plus de 5 milliards de dollars d'actions en 2023 et Nike a réduit son nombre d'actions de 15% au cours de la dernière décennie, ce qui est un très bon point. Et donc le ratio de rotation des actifs, c'est pareil, je vous ferai une petite vidéo pour expliquer. Mais en gros, est-ce que la rotation des actifs permet de croître le chiffre d'affaires et de dégager des bénéfices? En gros, pour faire simple, alors oui, il est en croissance, ce qui est très bien. Donc moi, je leur accorde 5 points sur 5.
Donc la note finale, elle est de 16 sur 20, ce qui est très bon parce que pour moi, une très bonne société a une note supérieure à 14 sur 20, ce qui est une note excellente. Donc on est sur une société qui est solide au niveau de ses fondamentaux et sur laquelle je pense investir parce que c'est une société que j'aime beaucoup et donc du coup les fondamentaux sont solides. À voir s'ils se tiennent dans le temps, donc je vérifierai assez souvent, comme chaque action que je ferai rentrer dans mon portefeuille, les fondamentaux, je vais les vérifier assez souvent parce que je n'ai pas envie d'investir dans une société qui est en déclin et donc c'est quelque chose que je vais vérifier constamment. Donc les scénarios catastrophes, donc j'en ai vu deux particulièrement. Donc si jamais il y a un grave scandale qui éclate au niveau des pratiques d'exploitation des personnes, au niveau des sous-traitants, même au niveau des usines de production. Enfin, c'est quelque chose qui peut affecter l'image de la marque et donc son cours qui peut chuter. Ça s'est déjà produit au niveau de certains de ces sous-traitants en 2014, donc c'est quelque chose à surveiller. Et donc, vu qu'ils ont une politique environnementale assez engagée, donc si jamais on découvre, je ne sais pas, en Indonésie, les sites de production des sous-traitants de Nike versent des produits chimiques dans une rivière, bah ça peut porter préjudice à la société. Donc c'est deux critères qui peuvent vraiment faire beaucoup de mal à Nike. Les critères d'achat, donc c'est mes critères, donc vous en faites ce que vous voulez, mais moi je vais vous expliquer comment je détermine le juste prix de l'action. Donc quelques ratios, on voit que les ratios sont relativement élevés par rapport à son industrie. Donc ce qui laisse présager que la société est légèrement surévaluée, mais c'est pas forcément dit parce que les grandes sociétés en général elles ont des ratios énormes par rapport à leur industrie. Donc un petit comparatif, on peut voir que par rapport à Morningstar, les fair value selon les concurrents, elles peuvent varier, mais on voit que Nike pour l'instant, elle est sous-évaluée selon Morningstar et d'autres de ses concurrents sont surévalués, surtout Adidas et Lululemon. D'ailleurs, si vous voulez que je fasse une vidéo sur cette société, lorsque je faisais des recherches, c'est une société qui sortait souvent comme concurrent à Nike, alors qu'ils développent des vêtements du yoga pour les petites recherches vite fait que j'ai fait. Vraiment, j'aimerais savoir pourquoi c'est le concurrent de Nike. Donc, si jamais ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo. Dites-le moi dans les commentaires. Donc, le rendement net. Donc, moi, je prends la moyenne de la croissance du free cash flow que je trouve sur Zone Bourse. Et j'applique une marge d'erreur qui correspond au score des analystes. Le score d'erreur des analystes que je trouve sur FastGraph. Donc, une fois que je fais mes petites moyennes, etc., j'obtiens un chiffre de croissance du free cash flow que je rentre dans FastGraph et ce qui me donne ces résultats-là. Je vous l'affiche à l'écran. Donc on peut voir que selon les petites moyennes que j'ai fait et les ajustements que j'ai fait avec des marges de sécurité, on a un rendement hors dividende de 7%, un yield, donc c'est le rendement du dividende de 1,24, et lorsqu'on applique la flat tax, donc les impôts de 30%, on a un rendement net du dividende de 0,86%, ce qui nous fait un score de 7,86. C'est bien, mais c'est pas transcendant parce que ça reste dans la zone bleue. Selon mes critères à moi, j'aurais préféré que ça dépasse de 10%. C'est pas tout à fait le cas. Donc voilà. Donc le juste prix, donc moi je prends 4 métriques vraiment très importantes et très conservatrices. Donc les deux premières viennent du screener Wise. Il y a Morningstar et Invest qui ont plus ou moins les mêmes métriques et qui sont plutôt conservateurs dans leur analyse de juste prix. Donc c'est quelque chose qui est très important pour moi. Ça me permet d'avoir déjà une marge de sécurité sans ma marge de sécurité. Donc ça qui fait une double marge de sécurité. Et il y a Guru Focus et Tip Ranks qui sont un peu plus bullish. Pareil, je vous expliquerai le terme. Et du coup, la moyenne, elle est de 106,70 $. C'est affiché en euros, mais c'est en dollars, ne vous inquiétez pas. Et donc, la moyenne ajustée par rapport à une marge d'erreur supplémentaire de 5% serait de 101,37 $. Donc, ce qui nous fait que, techniquement, la société actuellement, le prix de marché est de 102,80 $ et le prix idéal de 101,37 $, ce qui nous ferait qu'elle serait surévaluée de 1,41%. Ce qui reste une surévaluation correcte. C'est pas ça qui m'empêcherait d'investir, on va dire ça comme ça. C'est pas des sommes astronomiques comme plus 10% de surévaluation par exemple. Et donc le score de valorisation, c'est la somme de ces deux résultats. Je les mettrai à jour toutes les semaines. Mais si jamais j'ai pas le temps, un mois parce que j'ai beaucoup de boulot, parce que je suis entrepreneur, donc du coup je ferai que tous les 15 jours. Mais dans l'idéal, je ferai ça toutes les semaines dès que j'aurai le temps. Et surtout que je vais faire en sorte de le faire toutes les semaines. Donc le score de valorisation est de 6,45.
Et donc du coup, ce qui me permet de savoir quand est-ce que je devrais l'acheter ou pas par rapport à d'autres sociétés que j'aurai un portefeuille. Donc une petite conclusion. Donc les points forts, le marché chinois en croissance, la vente directe et les applications. Clairement, en fait, vu qu'ils peuvent faire des statistiques, c'est un gros point fort parce qu'ils peuvent être ils peuvent vraiment suivre les tendances du marché et donc s'adapter. Les marges qui semblent croître dans le futur, surtout de la part de Morningstar, ils prévoient que les marges vont croître vu qu'ils ont des fortes perspectives de développement. L'innovation constante de la marque, mais très subtile, parce qu'ils investissent petit à petit, ils font pas des gros investissements massifs. Et le sponsoring, vraiment, les stars leur apportent énormément de chiffre d'affaires, selon moi. Enfin, clairement, c'est ce qui leur apporte le plus de chiffre d'affaires et les pubs. Et donc les points faibles, donc forcément la concurrence pour le marché chinois, c'est pas les seuls qui vont vouloir y aller. Donc du coup, la concurrence est à surveiller. Beaucoup de dépenses en marketing et au niveau de la pub. Donc ça leur apporte des clients, mais techniquement ils sont obligés de beaucoup dépenser. Donc est-ce que c'est judicieux à voir dans le futur si j'arrive à réduire ces dépenses tout en maintenant cette notoriété? Les effets des crises mondiales, les guerres, etc., ça peut être vraiment des problèmes auxquels ils peuvent être confrontés, surtout au niveau de l'approvisionnement. Et les scandales liés aux critères environnementaux et sociétaux, vraiment, si on découvre un scandale par rapport aux sous-traitants, c'est vraiment quelque chose qui peut être dangereux. Et la dépendance aux tendances de la mode, forcément. Donc, on a une note fondamentale de 16, une note de valorisation de 6,45, un juste prix de 131,37, une surperformance de 2% par rapport à S&P 500, une grande douce stable selon Morningstar, une allocation du capital exemplaire toujours selon Morningstar, ce qui est très bon, et une note Goro Focus de 97 sur 100, et une note de prédictibilité de 5 étoiles sur 5, ce qui est excellent. Ouais, c'est pas faux. Donc moi, ce qui me laisse à penser que c'est une très bonne société, avec des fondamentaux solides, et même s'il y a quelques petits points noirs, franchement, c'est une société auquel me ferait pas peur d'investir, et moi je pense qu'elle va rentrer dans mon portefeuille, parce que vraiment c'est une société que j'apprécie, et les fondamentaux, ils sont extrêmement solides. Merci de m'avoir regardé. N'hésitez pas à partager et à aimer la vidéo si vous avez aimé mon contenu. J'ai besoin de vous pour me faire connaître. Et surtout, moi je sème des pièces aujourd'hui pour récolter des billets demain. À bientôt les amis. Ciao.